T'as vu Michel? J'ai transformé. Non plus. Pensez plutôt à au milieu des espèces de turbines dans lesquelles l'air passe et crée la vitesse. Premier collage, une reproduction du Blériot 11. Alors le Blériot 11, c'est l'avion avec lequel Louis Blériot a traversé la Manche en 1909. Voilà, il vient de décoller, cette petite machine. C'était construite en 2 mois. Elle pèse 12 kg pour une envergure de 2,55 m. Alors il y a pour les spécialistes, il y a un petit moteur Saito de 3 cylindres de 60 cm3. Pas le produit pour pouvoir les décoller, ça fait un peu de temps. Ah ouais. C'est 1,70 m d'envergure. Et donc il réagit par poussée vectorielle de la lumière. Derrière la voile, donc c'est le petit hand deploy qui sert à ouvrir le parachute. Regardez l'action des mains, voilà, l'action sur les freins, voilà, hop, action sur les freins, ça ralentit la vitesse du parachute, vous voyez, hop, il peut presque remonter et il se pose tout seul. Le buquet en démarrage. Évolution du descendance, donc le plus vieil. Voilà, vous pouvez l'applaudir, le D112, le Delta Sierra, de matriculation mythique du club. Puisque l'aviation, les avions, ça fait partie de notre histoire, aussi bien en Allemagne pour le Bucher que pour le Stamp, en Belgique ou en France. Alors vous allez là, voilà l'avion de voltige du XXIe siècle. Un avion comme le Bucher, d'ailleurs de construction allemande. Un extra équipé d'un moteur de 330 chevaux. Donc voilà Popov qui nous colle sous vos applaudissements. Donc Popov qui est toujours dans la peau de Fred va maintenant revenir vers nous. Et donc Fred, puisque tu nous entends bien maintenant, donc tu as compris que tu es dans un avion super puissant, tu vas maintenant revenir vers nous, et puis tu vas nous commencer par nous faire découvrir l'axe de tangage. Donc c'est l'axe de tangage, tu vas t'en servir avec le manche. Donc tu vas prendre le manche et puis tu vas revenir vers nous et faire bouger le manche d'avant en arrière pour nous faire voir ce qu'il se passe. Droite, on te laisse faire. Eh bien oui Fred, super, donc tu sais maintenant faire voler un avion puisque tu sais monter, descendre, aller de la gauche vers la droite et puis garder ton avion, faire voler ton avion de façon symétrique. Oh là là. Alors comme vous le voyez, l'avion tourne très fort, donc c'est actuellement le meilleur avion de voltige sur le marché. C'est l'Extra 330 SC. Donc aujourd'hui Popov vole avec l'avion biplace, donc LC. C'est un avion de 315 chevaux qui pèse 550 kg.
Donc il a une aile qui est faite en carbone, ce qui lui donne une très grande rigidité et lui permet de tourner très très vite sur son axe. Donc Popov il est champion du monde de voltige en titre et il ira remettre son titre en jeu en septembre en Afrique du Sud aux côtés de son mécanicien, le sergent-chef Pommier qui est à mes côtés, que vous pouvez applaudir également. Eh bien, écoute Popov, je suis à côté de 3 garçons, donc je vais essayer de voir si l'un d'entre eux veut bien te faire une figure. Oh là là, il va tomber, il va tomber. Ah non. Non, merci. Donc Popov revient vers vous et puis ben, va effectuer son cœur. Il a commencé par la deuxième, qui montait à mon avis. Il va le faire en direct. Alors devant vous le cœur de Popov et de l'équipe de voltige de l'armée d'Air qui est dédicacé à tout le public qui s'est rendu sur les installations de Sarlat aujourd'hui. Vous voyez que le vent est assez difficile à corriger. Alors les avions de voltige, même modernes, ont gardé la tradition du train classique pour éviter d'avoir une roulette de nez et d'augmenter le poids et la traînée de l'avion. La solution du train classique permet de ne pas avoir des trains rentrants, comme sur certains... Allez, le passé vite sur le pont. De ce modèle réduit. Il ose plus dire les noms comme ça. Ce qui fait qu'arrivé à une certaine vitesse suffisante pour le poids de la masse à faire voler, il s'est fait tirer sur le manche, il fait disconfort. Et comme il n'y a aucune résistance sur sa bouche dessus, l'avion était brûlé. C'est un des principes fondamentaux du jeu. Stationnaire comme un hélicoptère. Eh bien, Saint-Exupéry a été chef de station justement à Cap-Julie. C'est un nom différent aujourd'hui, je ne l'ai plus en mémoire. Et c'est là qu'il a commencé à beaucoup écrire, parce qu'il avait beaucoup de froid. Évidemment, il n'y avait pas 3000 volts par jour. Et donc... Il faut savoir que cet avion, en temps normal, il est stationné à Castel-Sarrazin, de la Poissac. Il croise les commandes. Et toujours une grande nation aéronautique. Voilà, mesdames et messieurs, le Breguet 14. Et au décollage, croisé aussi le Royal Aircraft Factory SE5.
Donc le Royal, avec accent français, le Royal Aircraft Factory SE5. C'est un avion de chasse biplan britannique de la Première Guerre mondiale qui pouvait voler en vitesse maximale à 222 km/h pour une masse de 639 kg avec un moteur Hispano-Suiza V8 sur Bordeaux. Voilà un passage très lent, alors comme tous les avions de cette époque, hein, ça tient l'air très très lentement. Avion biplan. Mais on se rend compte en lisant l'histoire, et avec 100 ans de recul, que les politiques ou les grands chefs n'y croyaient pas à l'avion. Pour eux, c'était un peu le gadget réservé à des enfants, de grands enfants friqués, comme on dit, mais ils n'y pensaient pas en tant que moyen militaire. Et puis, des officiers, des sous-officiers plus perspicaces et puis qui ne voulaient rien lâcher, qui ont réussi doucement à convaincre leur grand chef que les avions, c'était une nouvelle dimension. Ça permettait beaucoup de choses, entre autres de voir loin les positions, les mouvements des ennemis. Et puis ça a commencé quand même à s'incruster dans la tête des grands chefs qui ont finalement accepté cette nouvelle composante, la troisième dimension. Et ça, à terme, c'est la première fois, le 26 juin 1974. Et toujours de service, construit à plus de... Ça c'est Passo della bottega. No, il viene. Il a été construit par Patrick Cahuzac et c'est Roger Gazelle qui l'a fait voler. Voilà, atterrissage parfait, donc... Vous avez entendu le bruit, il y a 1425 chevaux là, qui sont passés devant nous. Combien? Presque 1500 chevaux. 800 € de 9 cylindres en étoile. C'est un moteur Wright Cyclone. Tu veux faire un baptême de l'air, c'est 600 €. 600 €. Alors c'est un avion qui a eu un bon succès parce qu'il en était construit 1948. 9 cylindres. Un peu sous-dimensionné point de vue moteur par rapport à leur poids, à leur masse et tout. Celui-là, il n'y a pas de problème. La puissance est largement suffisante pour le poids. Là, je peux dire que l'essence, elle y passe, là. Strafing, tout le monde aux abris. Évidemment, les moteurs en étoile, il y en a de moins en moins. C'est quand même particulier parce que c'est une sonorité tout à fait spéciale. Ah oui, oui, là-bas, oui, mais c'est là, ils sont à 8000, 10 000.
bonjour et nous salue. Baptiste Salis, une grande famille du monde de l'aéronautique, comblée. Voilà, Baptiste Salis, on essaiera de la... C'est beau, hein, Donc plusieurs versions, voilà des passages avec tonneau à facettes, un tonneau complet. Ah ouais, là ça pousse là. Ah ouais. Et c'est parti. Là aussi, comme le disait Alexandre Lafri tout à l'heure, ça déménage, il y a de la puissance. Alors pour la petite histoire, le moteur, je vous dirai pas le nom du moteur russe, mais c'est un moteur qui a été victime un peu d'espionnage industriel, parce que les spécialistes se sont rendus compte qu'ils sont inspirés d'un moteur français Gnomeron. Et comme à leur habitude, les soviétiques étaient très forts dans ce domaine, ils ont espionné, ils ont repris le principe. Alors là on prend des jets. Alors il faut savoir que cet avion, le Sukhoi 26 et son grand frère, le Sukhoi 31, sont toujours utilisés dans les compétitions internationales de voltige, notamment par Castor Fantoba, qui est un grand pilote de voltige espagnol, ou la pilote russe, oui, maintenant, Svetlana Kapadinia. Ah ouais. Et qu'avec ce type d'avion, eh bien, tous les deux, il y a 2 ans, au championnat du monde de voltige de Châteauroux, tous les deux étaient... Cette démonstration est quasiment finie. Donc, se présenter l'état d'arrière, va se présenter une table de base. On va commencer par ça. On commence par une table de base et puis un atterrissage. D'ailleurs, l'atterrissage, absolument. Bien sûr. Tu pouvais faire monter le planeur, il décollait, il te faisait décoller quelqu'un d'air. Parce que même après, regarde, le planeur était en l'air. Le remorqueur, qu'est-ce qu'il foutait en l'air? Il n'avait qu'à se poser. C'est bon, c'est une suggestion. Ouais. Je m'en doutais. Il est arrivé, il voulait descendre et poser, il fait un posé parachute. Oui, c'est ça, je m'en doutais. Il l'a fait, a loupé son coup. il était comme ça, il a vu qu'il n'avait pas la piste. Il a voulu reprendre et là il a dit merde, je ne peux plus reprendre. Et puis il a dit je pose. Un dernier passage de ce meeting. Notre champion du monde, Alexandre Orlovski, devant vous, mesdames et messieurs. Voilà, il vous salue. Et pendant qu'il ne nous entend pas, on lui dit un grand M majuscule pour l'Afrique du Sud. Voilà, vous pouvez déjà l'applaudir et on continuera à l'applaudir une fois la verrière ouverte. Et l'encourager pour les championnats du monde à venir en Afrique du Sud, dans 3 semaines. Merci Ganam. Voilà, bel avion. Ça y est. C'est parti. Un demi-passage,
Voilà, posez la main. Voilà, c'est la tuyère donc placée à l'arrière de la machine qui permet l'exécution de la figure. On aurait évité si ça arrive vraiment à un avion, là le pilote c'est l'éjectable. Les gars qui ont l'habitude de travailler en patrouille. Allez, go. Allez, repartez tous là-bas. Salut les gars, chacun son...